Salut, salut les amis! Vous m'entendez bien? Tout va bien? Salut. Nickel de Désolé, mon côté. j'ai l'impression qu'il y avait une petite discussion là. J'aurais aimé être là un peu plus tôt et vous entendre. Non, j'étais en train de parler de Brice Samba, Ah, c'est ok. pour ça. Ok, ok. Donc non, non, t'aurais pu arriver, c'était parfait. C'était parfait. Bon, ça va, vous avez Voilà. passé une bonne soirée hier? Ça a regardé quel match? Moi, perso, Liverpool. Liverpool. Et toi, Ouais. Pipion? Bah écoute, un hipster ne se renie jamais, il reste droit dans ses bottes. Et évidemment, on était devant Naples-Francfort, à vibrer devant Lobotka et Kvaratskhelia. Non, j'avais un petit double écran évidemment pour tout surveiller, tout regarder pour débriefer avec vous durant cette émission. Eh ben, c'est Ok. parfait. C'est parfait. Bon, eh bien, messieurs, en tout cas, salut à tous et merci d'être là pour bah voilà, ce petit débrief Ligue des Champions, petit débrief thématisé. On va revenir, donc, comme l'a dit Bruce, sur les matchs de la veille. On va aussi parler un petit peu de la liste de Didier Deschamps qui est sortie du coup aujourd'hui avec bah voilà, plein de petites nouvelles têtes, ce qui nous fait bien plaisir parce que l'équipe de France se renouvelle. Donc, on va chacun un petit peu vous donner nos avis. La team, vous l'avez vu, bien entendu. Il y a Bruce qui est là. Comment tu vas, Bruce? Écoute, tranquillement, on fait aller. Hâte de voir le petit tirage demain, puisque bon, les plus grands clubs européens sont bien sûr présents pour ces quarts de finale. Donc, hâte de voir contre qui va tomber l'immense club de l'AC Milan. Tout à fait. Rendez-vous demain midi d'ailleurs pour le tirage. Il y a Scipion qui est là aussi. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, nickel, on est prêt pour une nouvelle grosse émission. Le chat l'a vu, le lit est fait derrière, il n'y a pas un pli, il n'y a pas un drap qui dépasse. Donc là, je peux t'assurer, ça va être carré. Et pareil, comme Bruce, hâte du tirage, c'était des bons huitièmes de finale, il y a eu des gros scores. Ouais. Mais j'ai hâte que le niveau, entre guillemets, se resserre parce qu'il y a eu quelques matchs où il y a quand même un écart. Là, c'est vraiment pour voir du très sérieux, les outsiders, les favoris, etc. Donc c'est vrai que ce tirage au sort me fait bien envie. Ouais, complètement. On va regarder d'ailleurs toutes les équipes hein, toujours en course dans cette Ligue des Champions. On a envie presque de dire que ça peut être une Ligue des Champions ouverte, une Ligue des Champions avec un vainqueur surprise, mais c'est vrai que si on regarde rétrospectivement, bah, en général, c'est souvent les gros qui gagnent, hein. C'est souvent quand même les gros noms qui gagnent. Est-ce que ça va arriver cette année? Bah écoutez, on va bien voir. Bruce, il sera pas de cet avis parce que lui, évidemment, son équipe est encore en course. Donc Ouais, mais lui, après, voilà. je sais rester lucide. Voilà, Bah on va quoi, on pas sait s'enfler. jamais, Bruce, on sait Mais oui, jamais. on sait jamais. Mais après, bon, il y a une hiérarchie, il y a la réalité du terrain, il y a des équipes qui sont bien mieux armées. Après, oui, comme tu dis, on sait jamais. Mais bon. Ouais. Bon, ouais, en tout cas, on en parlera. Messieurs, notre partenaire Winamax hein, est toujours là avec nous. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres débriefs, hein, pas que les nôtres, vous avez aussi la Winamax FC, la Winamax TV, sur laquelle bah, voilà, il y a plein de sujets qui sont traités par tous les membres de l'équipe. Vous avez aussi, bien sûr, un bonus de bienvenue sur le site. Votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 euros. Avec le code ORGE10, vous avez un bonus de 10 euros, un petit bonus supplémentaire. On vous rappelle bien sûr que les jeux d'argent, les jeux de hasard, tout ça, eh ben, ça peut être assez dangereux, que si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas parier. Et que bien entendu, ça peut vous amener voilà, à des conflits familiaux, ça peut vous amener des dettes, ça peut vous amener à des situations pas très glorieuses. Donc voilà, jouez en étant bien sûr raisonnable, c'est très important. Messieurs, parlons tout de suite de la liste de Didier Deschamps. On va commencer avec ça avant d'entrer dans la Champions League. Une liste vraiment brusque qui, bah voilà, fait plaisir parce que franchement, on voit quand même pas mal de nouveaux visages et ça, c'est cool. Enfin, voir des visages qui reviennent. Ouais, alors, on savait qu'il allait avoir sûrement un petit basculement après la Coupe du Monde. Parce que, Évidemment. bon, déjà, on sait que Kanté et Pogba, qui étaient indéboulonnables, ça fait un petit moment qu'ils sont pas là. Donc, on sent qu'il y a la relève qui arrive petit à petit. Derrière aussi, il y a eu quand même l'annonce de la retraite de Lloris, de Varane. Donc, voilà, qui étaient des cadres de cette équipe de France. Donc on savait aussi que Maignan allait sûrement prendre ce poste de numéro un. Bon, c'est chose faite, ça va être chose faite et c'est logique. Après, il y avait cette interrogation peut-être, on se doutait qu'Arola serait là, mais qui serait en troisième gardien? Est-ce que s'il y avait Samba, ça parlait aussi de Lafont. Bon, c'est Samba qui a été choisi. Moi, je vois pas de scandale parce que c'est très bien ce qu'il fait depuis quelques temps aussi. Même si vous me connaissez, j'aurais aimé que ce soit Lafont forcément, qui pour moi démérite pas aussi au vu de ce qu'il fait depuis quelques saisons. Mais bon, son moment viendra sûrement.
Et puis après, bah, c'est sûr, quand on voit les défenseurs, il y a pas mal de monde, il y a du beau monde. On voit aussi que Kamavinga, maintenant, bah, il l'a dit, Deschamps, il est là en tant que latéral. Donc Kamavinga, il doit pas être content tous les jours, à mon avis. Il a un peu le démon contre Deschamps depuis la Coupe du Monde, parce qu'on sent que lui, il préfère quand même le milieu de terrain. Mais bon, on voit aussi qu'il est capable de faire un minimum le boulot, et parfois même de bien le faire au poste de latéral. Après, le reste, ça a quand même de la gueule. Et moi, j'ai hâte de voir un peu de continuité avec Konaté ou Upamecano, parce que ce qu'ils montrent depuis quelques temps, et ce qu'ils ont montré notamment pendant la Coupe du Monde, c'était très costaud. Donc voilà, après, il y a d'autres noms. Kaloulou, on en parlait depuis quelques temps, qui aurait pu peut-être prétendre à une place. Kepa là, se parlait aussi de Simakan ces derniers temps. Après, tu peux pas prendre 150 joueurs, mais en tout cas, il y a quand même du beau monde. Il y avait aussi Todibo qui aurait pu y être. Mais franchement, ça a de la gueule. Voilà, après, on peut comprendre, faut bien faire des choix. Et au milieu de terrain, j'ai envie de te dire, bah, Thuram, ça peut être très kiffant. Ça peut être très kiffant, parce que pareil, c'est très complet, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis, bah, après j'ai envie de te dire, le reste, je vois pas d'énormes surprises, même sur les attaquants, etc. Bon, il y a Giroud qui est toujours là. Pour moi, c'est pas une surprise qu'il est encore au niveau et on voit qu'il peut apporter. Et le reste, alors après, j'ai pas tous les noms en tête et tout, mais tu sais, je vois pas de gros oublis Hmm. spécialement ou de trucs incroyables comme ça. Alors peut-être vous allez me citer d'autres joueurs et je vais dire, ah oui, c'est vrai. Mais comme ça, bon, je trouve que ça a quand même de la gueule. Bon, ça parle de Nkunku sur le chat, mais Nkunku, il revient quand même de blessure. On Ouais, va lui c'est laisser le temps, hein, compliqué, ouais, c'est ça, tranquillement. c'est ça. Et Et c'est Dembélé, de c'est nouveau pareil. et c'est de nouveau blessé, je crois, hein. Ouais. Oui, Il ouais. était pas là contre City, donc Ah, il était pas là. il a fait une petite rechute, donc on va lui laisser le temps de revenir. Alors, Pipion, quand tu vois cette liste, toi, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aurais aimé voir dedans? Et quels sont les joueurs que tu es vraiment content de retrouver à ce niveau? Bah, évidemment, les trois nouveaux, ça fait super plaisir parce qu'ils ont des histoires, trajectoires différentes. Brice Samba revient de loin, il est passé par la Championship, monté avec Nottingham Forest. Là, c'est un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Et c'est bien de voir Deschamps lui donner cette chance à 28 ans dans ce renouvellement qu'a commencé à dire Bruce sur les joueurs qui partent à leur retraite. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'être d'un nouveau numéro 2, numéro 3. Et je pense que lui, il s'inscrit dedans. Je pense que l'heure de la fond, elle viendra tôt ou tard. Donc, faut pas paniquer. Il a déjà été appelé. Il reviendra. Ça, je me fais pas trop de doute. Wesley Fofana, parce que lui, il est passé par plusieurs blessures, ça a été dur. Galère, ouais. Ouais, Ouais. lui, franchement, il revient de loin. Peut-être que on va dire, sur la dynamique, notamment sur le plan physique, il n'est peut-être pas encore à 100%. C'est vrai que peut-être qu'on aurait pu croire que Todibo avait sa Ouais. place. Mais voilà, Wesley Fofana, sur ce qu'il a montré avec Chelsea, c'était quand même très sérieux, très convaincant. Donc on se doute que c'est un joueur qui a tellement un gros potentiel que, pareil, pour lui, les Bleus, ça aurait été à un instant ou à un autre. Et puis Kefren Turam, pour ses qualités de comment dire, de projection, parce que quand je Ouais. vois les joueurs qui évoluent dans ce milieu de terrain-là, à part Rabiot, c'est le seul qui peut un peu apporter, parce que depuis que Didier Digard est arrivé, Kefren Turam a un rôle beaucoup plus proche finalement de l'attaque. C'est quelqu'un qui ose, qui frappe de loin, Ouais, il qui va n'hésite pas à accompagner, monter avec le ballon et tout, exactement, ouais. qui accompagne Mofi, Laborde, etc. Donc c'est un profil qui manque parfois à l'équipe de France. Je suis satisfait. Et bon, j'aurais peut-être aimé voir un Manu Koné, parce que c'est un type de profil qui peut apporter aussi en termes de box-to-box à l'équipe de France. Après, voilà. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la liste. Je pense que le principal enseignement, si on s'attarde un petit peu, c'est que pour l'instant, il considère Kamavinga, comme Mm. il l'a dit en conférence de presse, comme un latéral. Ça lui fait du temps de jeu. Après, c'est sûr, on va y revenir. Quand on voit sa performance hier contre Liverpool, c'est un petit peu frustrant pour l'instant de se cantonner à ça. Mais c'est vrai que quand on voit le réservoir à ce poste-là et qu'on voit son entrée contre l'Argentine en tant que latéral gauche. C'est pas étonnant de voir Deschamps le considérer tel quel aujourd'hui. Après, voilà, Kamavinga, il a 20 ans, il a encore du temps pour revenir en tant que milieu de terrain en équipe de France. Donc je me fais pas trop de soucis. Par rapport au poste de numéro 9, moi je pense que ça va être très intéressant de voir justement qui va commencer titulaire. Est-ce que ça va être Giroud? Est-ce que ça va être Kolo Muani? Parce que ça veut dire, est-ce qu'on commence vraiment à préparer l'Euro Ouais. 2024 qui arrive dans 1 an et 2 mois avec Giroud comme titulaire, ou est-ce qu'il y aura une vraie rotation Kolo Muani et Giroud, même si je lui ai dit Bruce, c'est vrai, il est toujours performant. Est-ce qu'on se dit que peut-être qu'il y a un monde où Kolo Muani peut passer titulaire durant cette phase de qualification? Donc Possible, moi hein. je serais très vigilant sur ça, voir comment est-ce que Deschamps va challenger les deux pour voir qui se détachera pour être, on va dire, ce numéro 9 des Bleus. C'est vrai que la question, Bruce, elle est intéressante. En plus, toi, je sais que tu aimes bien les deux joueurs. Tu aimes bien Giroud, tu aimes bien Kolo Muani. Si tu étais Deschamps, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu, justement, partirais sur un nouveau schéma, une nouvelle manière d'attaquer avec cette équipe de France? Ou est-ce que tu conserverais Giroud
avec tout ce qu'on lui connaît. Après, faut oublier que Colomani peut aussi jouer côté, hein. Ça, faut pas l'oublier, Oui. même si là, on a des très bons joueurs sur les côtés quand tu vois les joueurs, mais Colomani, il y a cette option aussi. Après, pour moi, Giroud, faut pas oublier qu'il prend de l'âge aussi, hein. Il peut plus répéter peut-être autant de matchs qu'avant, etc. Donc, de toute façon, c'est des profils un peu différents, on le sait bien. Et pour moi, tu peux très bien jongler avec les deux en fonction de l'adversité, de comment ça se passe, etc. Pour moi, t'es pas obligé de te dire forcément, oh, lui, il sera titulaire indiscutable à tous les matchs que tu veux. Pour moi, tu peux jongler entre les deux en fonction de l'adversaire et de ce qui se passe. On sait que Oui, Giroud. c'est deux joueurs Oui, qui vont ensemble, hein, qui correspondent. Hein. oui, puis en plus, Giroud, on sait qu'il s'entend bien avec Mbappé. Tu sais ce qu'il aime bien, Mbappé, tourner autour comme ça d'un pur neuf, etc. On sait que Colomwani, il est capable aussi de le faire, hein. Tu sais, il peut garder le ballon Ouais. haut sur le terrain, etc. Mais c'est quand même un autre profil, parce que lui, il va pouvoir faire tu sais, des courses, etc., des dribbles, faire la diff sur pas mal de points. Donc pour moi, en fait, c'est des profils quand même différents. Donc c'est très bien qu'il y ait ces deux options. Je trouve que c'est complémentaire et puis avec tout ce qu'il y a autour, bah, c'est parfait. Et après pour Kamavinga, bon, tu peux l'utiliser aussi au milieu de terrain. C'est pas parce qu'il dit que voilà dans son esprit là, il peut très bien aussi l'utiliser encore au milieu de terrain. Et après moi c'est peut-être ma seule réserve par rapport à la liste, mais ça c'est aussi parce qu'on n'a pas 150 joueurs qui sont peut-être incroyables à ce poste-là, mais je trouve que ça manque de purs latéraux. Je parle des latéraux qui apportent énormément offensivement. J'ai toujours le même problème par rapport à la liste de Deschamps sur la Coupe du Monde où je comprenais pas complètement sa liste, mais j'avais pas en tête que Kamavinga il le voyait comme la doublure possiblement d'Hernandez. Mais j'ai toujours ce problème qu'on manque peut-être de latéraux qui peuvent apporter énormément offensivement, mis à part Théo Hernandez. Je vois quasiment que des décès là dans cette liste à part Hernandez. Mm. C'est ma petite réserve, on va dire. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, de toute façon, on connaît maintenant l'animal. Hein. On sait très bien que Didier Deschamps, il a des principes et que c'est dur de l'en faire sortir. Bon, bah voilà, messieurs, c'était juste voilà, un petit mot sur cette équipe de France. On en reparlera, je pense, lundi dans l'émission hebdomadaire. On va donc avancer. Oui, tu voulais. Vas-y. Est-ce que tu me permets, parce que du coup, il y a Vas-y, aussi vas-y. les listes de l'équipe de France chez les jeunes qui sont Ah, tombées, et je me permets quand même de vous dire l'équipe de France U19 qui va jouer sa qualification pour l'Euro lors du ouais, Tour Elite. Il y a un effectif, vraiment, c'est juste pour dire à quel point le vivier, on se répète, on le dit encore, mais ça c'est me fait quand sympa. même plaisir. Dans ce groupe U19, tu as Zahir Emery, Désiré Doué, Matistel, Elias Ben Seguir, Koumbedi, Lenny Yoro du LOSC, Mohamed El Arouche, Wilson Odobert, ou encore Leslie Ugochukwu. Donc, waouh, c'est que des Ouais, U19. Hein. c'est pas une équipe du 19, ça, c'est une équipe à prime en vrai. T'as la pression, c'est C'est de la ça. folie. Et tu vois, évidemment, chez les U20, chez les Espoirs, t'as du beau monde, mais ça, Chez c'est les les U19. espoirs, c'est flippant aussi quand tu vois l'équipe. Ah Tu, bah tu te U19, dis, ça, enfin, les, tu regardes ouais, chez les espoirs et tout, tu vois l'équipe, c'est costaud aussi, hein. ouais, Ouais. non, là, t'as du très bon monde à toutes les lignes. Je crois que t'as Kalimundo, t'as Guéry, t'as Cherki, t'as Lefebvre, t'as Manu Koné, du coup, qui est là, t'as Benoît Badiachil, t'as Simakan, t'as Loukeba, t'as Kaloulou derrière. Ouais, là, on est très bien pour l'avenir. Ouais, Ouais. c'est excellent. Excellent. Bah, en tout cas, on sait qu'on est bien lotis et on espère que ça donnera de bons résultats, tout ça. Bon, messieurs, allez, on revient sur la Ligue des Champions du coup et on va commencer par le débrief de Leipzig, Manchester City-Leipzig. Messieurs, c'est terrible, hein, mais ce match a un petit peu tourné en fait, hein, on va pas se mentir. Pas Il y a qu'un eu, peu, hein. voilà, il y a eu ces situations arbitrales qui ont un petit peu pourri le match, hein, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Notamment, bah voilà, avec cette sortie d'Ederson où il prend pas le rouge, ce penalty qui est sifflé, alors que, bah, honnêtement, quand on regarde tous l'image, on voit très bien qu'il y a pas grand-chose. Et derrière, bah, City a explosé, City a pris complètement le dessus. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que sans ces faits d'arbitrage, est-ce que selon vous, on aurait eu un match un peu plus serré ou est-ce que pour vous, ces faits-là ont complètement sorti Leipzig de leur match, Bruce? Pour moi, il y a un juste milieu entre les deux. Bien sûr que la main, pour moi, c'est honteux, etc. Et voilà, on commence à avoir l'habitude. Des fois, il y a des vraies mains et ça doit être sifflé, c'est logique. Là, pour moi, ça va pas dans le sens du jeu, c'est incompréhensible. C'est sûr que ça te pourrait un peu le match, on va pas se mentir. Surtout que derrière, en plus, bah, dans la foulée, bah, tu manges le deuxième et là, c'est rideau. Donc, bien sûr que ça a une influence. Après, je pense que vu l'entame de match et vu ce City-là, ça aurait fini à 3 4 buts d'écart quand même. Je pense que c'était Hmm. qu'une question de temps avant que City ouvre le score et derrière soit en mode rouleau compresseur. Voilà, après, on ne saura jamais, hein. Peut-être que Leipzig, il y a un monde.
ça aurait subi et c'est eux qui auraient marqué sur un coup de pied arrêté ou un contre. Et puis voilà, là, ça te change tout. Mais je pense que City était sur ce match bien trop au-dessus. Après, c'est vrai que ça les a mis dans de bonnes dispositions. Et puis Leipzig, bah, ils ont perdu le fil quoi, en l'espace d'une ou deux minutes. Donc voilà, mais je pense que City là était trop fort. Et puis en plus, Haaland, quand il est en mode comme ça où tous les ballons lui arrivent dessus, il aimante ça, bah, c'est n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on disait à chaque fois où tu as un City qui est moins impressionnant en championnat, qui fait peut-être moins rêver par séquence quand tu les vois jouer. Euh, mais ils ont peut-être ce truc grâce à Haaland, ils y ont gagné, notamment en Ligue des Champions, où tu as besoin de tueurs, de mecs qui savent tuer les matchs. Et là, Haaland, il te l'a prouvé. Ces buts de raccro, comme on dit, où pour moi, c'est des buts qui sont importants. Et je vois pas ça, comme que des buts de raccro, oh, c'est des tapines ou machin, comme certains disent. Faut être là, il attire ça, il fait toujours les petits pas à l'avance, il démarre tout le temps avant les défenseurs, il sent bien les coups et il a le mérite d'être là, toujours bien placé au bon endroit au bon moment. Donc voilà, c'est un joueur qui est incroyable et qui va faire peut-être en Ligue des Champions un bien fou à City. C'était peut-être la pièce manquante pour enfin aller plus loin pour eux en tout cas. Au détriment par moment peut-être d'un jeu un peu moins séduisant, on le voit en championnat que quand tu avais un faux numéro 9, voilà, où ça bougeait énormément, des mecs qui sont peut-être un peu plus capable, tu vois, de combiner, etc. Même si des fois Haaland peut le faire, même si c'est pas sa plus grosse qualité, il peut le faire un peu aussi. Mais je pense que pour la Ligue des Champions, Haaland va leur faire un bien fou. Et d'ailleurs, il y avait à la fin du match, après, il y avait tu sais, cette émission où il y a Thierry Henry, Carragher et Oui. Mika Ah oui, Richards, où oui, ils ont oui. fait une interview Interview. avec lui. Elle est très intéressante parce qu'il dit plein de choses voilà, palpitantes, concrètes sur son rôle de numéro 9. Et il a dit surtout une phrase qui m'a marqué. Il disait, en gros, moi, l'an dernier, quand je regardais les matchs de Manchester City, je me disais, tiens, ça, c'est le genre d'action où je peux être là, où je peux finir, parce qu'ils ratent des choses, parce qu'ils sont pas assez efficaces. Donc le mec avait déjà intégré ça dans son logiciel en se disant, moi, je suis le gars capable de terminer ça. Et Bruce l'a dit, c'est vrai que par rapport à l'intégration d'Haaland, il y a toujours des petits doutes sur sa place dans le collectif. Il peut faire des matchs assez transparents, on peut ne pas le trouver, mais par contre, quand il est vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire je vais être au bon endroit au bon moment, peut-être que je vais toucher que 12 ballons, mais sur ces 12 ballons, il y en a 5 qui vont finir au fond, et c'est mon job. C'est ce qu'il dit. Lui, c'est ce qu'on me demande de faire en priorité, c'est marquer les buts. Après, c'est sa première saison à Manchester City. Peut-être que ça va prendre encore plus en termes d'affinité technique, de compréhension de ce qu'attend Guardiola. Après, les En tout stats cas, lui, sont là, hein. C'est ça qui est déjà ouais, bien. au bout d'un moment, tu peux parler évidemment Bah ouais. du collectif, de ce qu'ils peuvent mieux faire, mais quand tu es à ce niveau-là de statistiques, surtout en Ligue des Champions à ce jeune âge, c'est fabuleux, quoi. Ouais, et puis il y a autre chose qu'il dit aussi dans l'interview que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand Thierry Henry lui demande, mais toi, sur quoi est-ce que tu pourrais progresser, toi? Sur quoi est-ce que tu pourrais devenir meilleur? Et là, il répond, il donne un petit peu quelques éléments, genre je pourrais progresser sur mon pied gauche, je pourrais progresser sur plein de trucs, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire progresser les autres. Et en fait, tu sens qu'il est déjà dans une logique de comment est-ce que notre équipe pourrait être meilleure avec moi et les autres, en gros. Comment est-ce que avec les autres, je peux encore mieux m'entendre pour que sur son pied droit, pardon, pour que bah, l'équipe soit encore plus forte en attaque, en tout cas. Donc c'est vraiment, il a une mentalité en fait où tu vois que le type il est dédié que à ça et qui pense à rien d'autre. En fait, tu regardes toutes les interviews, il n'y a pas un moment où tu parles d'extra sportif, tu ne parles que de terrain avec lui. Et ça, c'est quand même super intéressant et ça en dit long Moi, sur la marge qu'il a encore pour progresser, quoi. il y a un truc, moi, que je peux me permettre, où peut-être il peut progresser un peu là-dessus, mais on le voit, quand il prend la profondeur, c'est tellement fort, tu sais, sur l'action qu'il a, il est tellement puissant, rapide, il te fait des diffs de malade, donc c'est tentant, et pour City, tout le temps de le rechercher dans la profondeur, et même lui, de prendre l'espace et la profondeur dès qu'il le peut. Mais il n'y a pas un moment juste où je pense qu'il devrait moins la prendre. Tu sais, il y a des fois, il devrait, et j'ai plein de cas en tête avec De Bruyne et tout, où ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait quelques incompréhensions, parce que De Bruyne, il va lui dire, non mais là, il fallait venir vers moi, parce que la passe, c'était trop compliqué en profondeur. Il y a des fois, je pense, mais ça, je pense qu'il va le comprendre et tout, à progresser là-dessus, il devrait de temps en temps venir vers l'attaquant, plutôt que vers le milieu, plutôt que de faire l'appel en profondeur, tu sais, d'oser un petit peu à ce niveau-là. Et je pense que ça le rendra peut-être encore un peu plus imprévisible et ça aidera par moment aussi son équipe. Mais ça, c'est qu'une question de temps, je pense. Mais je vois ce petit truc où il peut progresser, moi, perso. Oui, c'est ça en fait, hein, encore une fois, comment mieux jouer avec les autres et comment mieux brouiller les pistes. Parce que c'est vrai que s'il devient prévisible. Après, le truc, c'est que prévisible ou pas, Tu peux pas l'arrêter, il est trop puissant, voilà, trop rapide. ce mec est tellement, puissant que. Ouais. À un moment donné, en fait, tu vois la différence. Même Guardiola, tu vois bien que sur tous les duels, à chaque fois, il n'y en a pas un qui peut
le tenir, quoi. C'est vraiment super dur. Scipion, sur City, quand tu regardes ce match-là, bon, alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin de ça, ils n'avaient pas besoin de toutes ces faveurs arbitrales, mais est-ce que sur ce match-là, tu as pu voir des choses qui voilà, peuvent te faire te dire que bah, ça ira peut-être mieux pour eux cette saison? Bah après, quand tu es à ce niveau-là de réalisme pour Haaland, quand De Bruyne le trouve aussi bien, quand ça marche comme ça, oui, on se dit que ce City-là, même si on se dit toujours pourquoi est-ce que Mahrez démarre sur le banc, enfin, tu vois, il y a toujours cette logique guardiolienne qui peut nous échapper de temps en temps. Après, franchement, le frein que je vois à cette équipe, au-delà de peut-être les latéraux, où on a déjà discuté dans l'émission, le départ de Cancelo, où ça a manqué un petit peu de créativité, de qualité de centre. C'est ce monsieur qui a eu 5, qui nous a fait une sortie de kamikaze, c'est Ederson, quoi. Au bout d'un moment, on se répète, on le dit encore. Et honnêtement, c'est fou que dans un match où ton équipe gagne 7-0, ton gardien, c'est vraiment un point faible. Et il marque, pour moi, il a marqué autant l'esprit qu'Haaland. Et pourtant, il y en a un qui a mis un quintuplé qui doit être au-dessus de l'eau. Mais cette sortie d'Ederson et même certaines prises de balles, je me dis, mais comment c'est possible? Et on sent qu'au-delà de ne pas progresser, c'est aussi un gardien qui a régressé, qui vraiment ne fait plus forte impression. Il y a eu ce beau moment de jeu au pied, mais au bout d'un moment, on sait que pour gagner avec des champions, voilà, il faut un très bon gardien dans sa meilleure période. On l'a vu pour Chelsea avec Edouard Mendy, on l'a vu pour le Real avec Thibaut Courtois. Là, Ederson, on sent pas du tout cette aura qui puisse faire gagner des matchs à City quand voilà, Haaland sera agrippé, que sa relation avec De Bruyne marchera moins bien, quand Guardiola a peut-être pas assez de flair. Là, pour le coup, je crains sincèrement que ce soit le point faible ultime de cette équipe, quoi. Ouais, et puis surtout, il faut dire une chose, c'est que Leipzig, bon, c'était pas non plus l'adversaire de l'année, quoi. Faut savoir relativiser un petit peu, même si le match il a tourné comme Il y il a en a avant le tourné. match, ils voyaient Leipzig, je posais plus de Ouais, ouais, problèmes, hein. Il y en a beaucoup. ouais. J'ai l'impression que ça sous-cotait un peu City et ça surcotait Leipzig, je trouve. Parce que les équipes allemandes, moi, comme je disais, souvent, à part le Bayern, ça déçoit très vite en Ligue des Champions après les poules. Mais bon. Moi, très honnêtement, j'ai pas vraiment cru en Leipzig. Tu vois, il y a, à peut-être d'autres périodes, je me serais peut-être dit, il y aurait peut-être eu un peu plus match. Déjà, je pense que Nkunku, ça joue énormément parce qu'on l'a bien vu offensivement parlant. Bah, on a encore vu les carences de Werner. On a encore vu que ce mec-là, bah, s'il n'est pas dans son match, il ne le sera pas jusqu'à la 90e minute. Et je pense qu'avec un joueur un peu plus efficace, un peu plus percutant, ça aurait peut-être pu donner autre chose. Mais je pense qu'il manquait quand même pas mal d'éléments pour Leipzig, pour faire mal à ce City-là, en tout cas. Donc, moi, j'y croyais pas trop. Et je pense quand même que je veux pas tout de suite faire de conclusion sur City. Mais je suis pas encore certain que cette équipe soit arrivée à complète maturité pour la suite de cette Ligue des Champions. Tu vois, je sais pas encore. Tu vois, bon, comme Scipion le dit, t'as encore Ederson derrière où t'es pas complètement sûr. Les Le latéraux, milieu il de le disait aussi, terrain, il a raison. les latéraux, il y a beaucoup de choses en fait qui tournent encore. J'ai pas l'impression en fait que Guardiola a trouvé son vrai schéma, son schéma type qui fait que tu verras cette équipe-là et tu la verras jusqu'au bout. Je sais qu'il y a toujours des changements qui peuvent s'opérer, il y a toujours des joueurs qui peuvent entrer et sortir, mais il y a trop de changements en fait dans cette équipe de City. Moi, j'ai pas vu un 11 fort se dégager, donc j'essayais un peu de relativiser en fait cette victoire. C'est vrai que le score, il est assez impressionnant. Tu vois 7-0, tu te dis cette équipe-là, elle est injouable. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont amené ce résultat-là. Bruce t'en parlait aussi, et Poineau le dit sur le chat, mais c'est vrai que Mahrez, on comprend pas trop ce qu'il fait avec lui. Donc, j'attends de voir quand même. Je suis pas encore convaincu, moi, à 100% de ce City-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, pas encore à fond. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pipion. Le truc, c'est que Ederson, il est souvent décisif, mais dans le mauvais sens. Et c'est souvent des buts qui les éliminent ou quoi, où il va se trouver un peu, où il est pas irréprochable. Alors que ce qu'on lui demande, comme les gros gardiens dans les Coupes du Monde, les Ligues des Champions, etc., il te faut des gardiens très forts et décisifs, mais dans le bon sens. Donc ça va dépendre, je pense, en grande partie d'Ederson, parce que on ne tiendrait peut-être pas ce discours l'année dernière s'il avait été meilleur contre le Real et tout, peut-être que il se serait qualifié, tu vois, quand t'as Courtois en face et que t'as Oui. Ederson d'un côté, on va pas se mentir, ça fait une sacrée différence et la qualif, elle peut jouer là-dessus. Donc ça va dépendre d'Ederson s'il fait pas trop le con, et après, il y a ce souci avec les latéraux. Alors, c'est tous des bons défenseurs, mais à la base, c'est des centraux. Ou Walker, on sait qu'il y a des problèmes ces derniers temps avec lui. Ils ont perdu Cancelo et tout. Il y a aussi peut-être ce truc-là où on verra, voilà, où j'ai ma petite réserve. Après, sur le reste, oui, Ouais. c'est les choix de Pep comme d'habitude qui peut te faire des dingueries, comme sortir Haaland alors qu'il peut battre un record. Et moi, je trouve que c'est pas normal. On peut me l'expliquer comme on veut, mais c'est pas tous les jours que tu peux mettre 6 buts en Ligue des Champions ou 7 buts, parce que là, il était peut-être parti pour. Moi, je trouve que c'est honteux de l'avoir sorti.
Donc voilà, moi Guardiola, comme je disais, je l'aime de moins en moins perso, j'aime pas du tout son côté humain, pour moi il a pas le droit de faire ça. Après il peut se justifier comme il veut en conférence, ce que tu veux, ça c'est du vent. C'est comme d'hab parce qu'il sait que ça va parler beaucoup de lui derrière, je pense. Il aime trop les caméras comme on dit, et ça c'est une réalité. Et ce Mais qu'il a ça reste anecdotique, Bruce. non, c'est pas anecdotique. Un Par record en rapport Ligue par des rapport au Champions. contexte. Par rapport au contexte. Braque, un record en Ligue des Champions, c'est pas tous les jours que tu vas mettre 5 buts. Oui, je suis d'accord. C'était la Mais 60e, il peut battre le record de Messi. Je suis désolé, non. Dans une carrière d'un joueur et pour Haaland, quand t'as un buteur et tout, je suis désolé, ça compte. Ça compte. Là, c'est faire une faveur à un joueur. C'est pas forcément. C'est Ça pas va une pas forcément dans faveur. le sens du collectif. Tu vois ce que je veux dire? Mais Braque, Moi, je comprends. mais Je comprends Braque que ce fait, soit pas cool. mais Braque fait ça à n'importe quel gros attaquant. Fais-le sortir s'il mène 5-0 Cristiano. S'il a mis un quintuplé, fais-le sortir à la 60e Cristiano, Messi, Mbappé, qui tu veux. Tu vas avoir ce qui va se prendre dans la gueule, l'entraîneur. Moi, franchement, je suis désolé. Je trouve qu'on en a fait beaucoup sur ce truc-là. Mais Je suis non, désolé, c'est pas hein, normal. pour moi, on en a fait trop. N'importe quel gros attaquant pèterait les plombs. Il y aurait eu le démon contre Guardiola. Je te le dis. Haaland, il réagit très bien, mais bon, c'est pas bien ce qu'il lui a fait. C'est pas bien ce qu'il lui a fait. Bon. Eh bien, écoutez, messieurs, on avance. On passe à l'autre match. On va passer sur le Real. Je pense qu'on est beaucoup à avoir espéré, peut-être, voilà, qu'il y ait un scénario un peu différent, peut-être qu'il y ait un peu plus de suspense, de spectacle. Et malheureusement, on n'a pas été servi forcément. Ce match a quand même pas mal mis en avant. Voilà, les carences de Liverpool a pas mal mis en avant. C'est cette équipe qui n'a plus cette capacité de mettre cette intensité qu'on lui connaissait il y a plusieurs saisons. Je pense qu'il y a pas mal de déceptions en tout cas sur cette rencontre-là. Je sais pas comment tu l'as vécu, Scipion, mais ouais, quand même, on est passé à côté de quelque chose. Non, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que Liverpool a vraiment été pas mal en première période avec des situations, mais à ce niveau-là, quand tu concrétises pas la reprise de volée ratée de Jota, la frappe de Gakpo qui est puissante mais que Courtois détourne bien. Pourtant, tu vois, Mohamed Salah a réussi à faire des différences, à créer des décalages, mais à ce niveau-là, si tu dois faire vraiment une remontada, quand tu mets pas de but comme ça en première période, c'est très compliqué. Au-delà de ça, il y avait une différence, on se l'a vu sur le match aller, bien sûr sur, on va dire, l'état d'esprit Ligue des Champions, sur la qualité défensive. Et moi, ce qui m'a marqué durant ce match, c'est aussi l'écart technique qu'il y avait entre les deux équipes, puisque sur les sorties de balle du Real Madrid, sur 10 sorties de balle, tu aurais peut-être une seule où tu avais une passe, peut-être un peu moyenne, un peu molle, mais sinon, vraiment, ils arrivaient très très vite à se projeter, à se retrouver dans le terrain de Liverpool. Et du côté des Reds, on sent que surtout au milieu de terrain, on va se répéter, hein, mais c'est là où il y a des carences, où Milner a fait son âge, où Fabinho, c'est pas le meilleur. Et franchement, il y a eu tellement de passes ratées pour Liverpool. Tu peux pas à ce niveau-là en Ligue des Champions, c'est critique pour eux. C'est-à-dire que quand tu n'es pas assez concentré, quand tu fais autant de fautes, que le ballon te brûle des pieds, évidemment, tu mérites de sortir. Donc, il y avait de quoi faire parce que honnêtement, Klopp, on peut pas lui jeter la pierre. Hein. Il a mis 4 attaquants, il a tenté tout pour le tout et on se dit ok, franchement, il a essayé. Bon, après, je pense qu'il a vite compris que voilà, vers l'heure de jeu, le match a clairement baissé d'un cran en termes d'intensité. Il s'est dit bon, c'est vrai que voilà, on passe notre tour pour cette fois-là et puis on va se concentrer pour essayer d'aller revenir dans la course en première ligue. Mais quoi qu'il arrive, ouais, c'est pour Liverpool, c'est difficile et franchement, il n'y a pas eu photo sur les deux équipes. Après, évidemment, Trent Alexander-Arnold qui a une nouvelle fois passé une soirée très très compliquée, surtout face à un Vinicius qui était déchaîné. On va pas se mentir, par rapport au niveau défensif de Trent Alexander-Arnold, je pense que l'avenir de ce joueur se situe plus au milieu de terrain qu'en tant que latéral, parce que même si tu as cette qualité de centre, si tu peux faire des différences, défensivement, on va quand même te demander de faire le job, et ça fait un petit moment, ou même contre Naples, que c'était critique, ça fait au moins 2 ans qu'il est vraiment dans le dur, et du coup, là, il y a Poineau qui s'amuse, qui va mettre des max de clowns à toute l'équipe. Hein. Alors c'est lui le plus gros clown. Bref, qualification méritée pour le Real Madrid qui a fait le job, qui a su être sérieux. Passer le petit orage de la première période où Salah, je trouve que le cadre de Salah est sévère parce que honnêtement, il fait son match et lui, il fait les caviars qu'il faut. C'est juste que là, les attaquants n'ont pas été assez cliniques. En fait, ce que j'ai, et je vais te donner la parole tout de suite, Bruce, hein. Moi, ce que j'ai trouvé terrible du côté de Liverpool, c'est que quand tu regardes la compo de départ, tu vois que
tout est prévu pour que justement le match s'enflamme. Tout est pensé pour. Quand tu vois que Milner est sur le terrain, bah, tu sais que c'est un mec qui est capable de répéter les efforts parce que bah, voilà, il a un coffre de fou. Mais on n'a rien vu de tout ça. Fabinho, tu sais qu'il est là aussi pour justement essayer d'équilibrer dans ces moments où ça part un petit peu en vrille. On a vu un Fabinho complètement à la rue. Van Dijk est passé à côté de son match. Konaté, ça a été un des rares, je trouve, en défense qui a vraiment fait le taf et qui s'est bien montré. Alexander-Arnold, t'en as très très bien parlé. Le mec, clairement, Vinicius s'est amusé avec lui. Et offensivement, je suis désolé, mais les mecs, ils avaient aucune inspiration, aucune efficacité. T'avais l'impression vraiment qu'ils n'étaient pas prêts, en fait. Ils n'étaient pas prêts pour livrer ce combat. Et c'est vrai que très très rapidement, et je pense arriver à la mi-temps, bah là, tu te dis, c'est foutu, en fait. Si t'es supporter de Liverpool, tu y croiras jusqu'au bout. Mais quand tu vois la gueule de la première période, il n'y a rien qui te fait te dire qu'à un moment donné, cette équipe-là va potentiellement retourner ce match. Donc, moi, je continue de penser qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle côté Liverpool. Je ne dis pas forcément qu'il faut changer Klopp, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent être renouvelées, il y a pas mal de choses qui doivent être changées pour que cette équipe, elle revienne à un certain niveau. J'oublie pas évidemment qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui manquent, il y a des joueurs qui sont blessés, qui doivent revenir dans cette équipe pour que ça aille mieux. Mais il y a quand même un truc qui y a plus. La mentalité n'est plus la même que celle que tu pouvais voir il y a 1 an, 2 ans ou 3. Donc ouais, il y a pas mal de choses moi qui m'ont manqué et je le redis encore une fois, moi j'ai été quand même bien déçu par ce match-là, parce que je m'attendais à autre chose. Bruce. Ouais, non, après, moi, un peu comme vous, très vite, au bout de 15-20 minutes, j'y croyais déjà plus du tout, parce qu'il fallait Ouais. emballer le match, et tu sentais que ça allait pas être possible ce soir pour eux, donc très vite, moi, j'y ai plus cru. Et surtout que tu voyais que c'était le Real qui était plus efficace, et il le disait Pipion, techniquement et tout, il y avait une grosse diff. Puis quand tu as un milieu de terrain comme ça, vu qu'en plus tu avais une formation très offensive du côté de Liverpool, bah, le milieu de terrain, bon, on a compris qui dominait et qui gérait un peu le tempo du match. Donc c'était bien au-dessus à ce niveau-là. Et après, bah, Liverpool, en fait, Trent, pour moi, c'est ce que je disais à l'ancienne. C'est un mec qui est fait pour jouer. C'est comme les défenseurs un peu du Barça à l'époque où ça surdominait et tout. C'est des mecs qui sont faits pour être dans des équipes très dominantes. Où tu vas avoir le ballon quasi tout le temps, récupérer le ballon haut. Et si c'est un Liverpool dominant, tu auras un très bon Trent, puisqu'il sera dans sa zone de confort, très souvent plus haut sur le terrain pour mettre des caviars. Et il ne sera pas trop pris défensivement. Donc, moi, Trent, je l'enterre pas, sincèrement, même si. Là, en fait, Trent, c'est juste que tu vois ses limites défensives parce que tu as un Liverpool qui est beaucoup moins bien depuis quelques temps. Et ça, on le savait avant. Ça n'a jamais été un monstre défensivement. Il a toujours eu des carences à ce niveau-là. Il faut juste que Liverpool se renforce au milieu de terrain, se renforce défensivement aussi. Et qu'il retrouve un équilibre et tu reverras un bon Trent si tu as un Liverpool plus dominant pour moi. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, hier, oui, bah, ils avaient mis une compo ultra offensive, mais ça n'a pas pris, parce que ça a trop pêché techniquement dans le dernier geste, etc. C'était pas clinique. Il aurait fallu être beaucoup plus clinique. Et alors que tu voyais du côté du Real, c'était beaucoup plus clinique. Et c'est vrai que Camavinga a fait beaucoup de bien, a fait un vrai bon match. Bon, Vini, c'est comme d'hab, c'est peut-être pour moi le joueur le plus fort en ce moment. Enfin, celui où dès qu'il a le ballon, il se passe tout le temps quelque chose, et c'est souvent très juste. Donc voilà, c'est très fort. Et le Real, bon, bah écoute, hein, bien au-dessus, il n'y a rien à dire. Hein, de toute façon, dès le match aller, après ce qui s'est passé, on n'y croyait pas trop, même si on sait que Liverpool parfois est capable de faire des exploits. Mais là, ça partait quand même de beaucoup trop loin. Et le Real, maintenant, on verra. Mais comme d'hab, hein, ils vont être durs à sortir. Hein. Et puis je pense qu'il faut comparer aussi la qualité des occasions. Quand tu vois celle du Real, bon, on peut parler de la barre de Camavinga par exemple, mais quand tu vois les occasions nettes, franches du Real et celle de Liverpool, tu vois qu'il y a quand même une différence. Même si le Real a quand même pas mal raté dans ce match-là, tu sens que tu étais beaucoup plus proche de marquer du côté du Real que du côté de Liverpool. Et ça, je pense que ça traduit quand même pas mal le rapport qu'il y avait dans ce match à ce niveau-là. Donc vraiment... Bon, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'attarder parce que clairement, il y avait un écart et puis le match avait déjà été joué à l'aller. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que peut aller ce Real Madrid-là. Est-ce que ce Real Madrid-là est dans la même configuration que l'année passée? Est-ce qu'il a cette force-là, ce mental-là? Ou est-ce qu'il y a peut-être des limites à trouver à ce Real? Ça va dépendre du 9. Vas-y, Bruce. Ouais, excuse-moi, Scipion, juste je te laisse parler. Non, t'inquiète, vas-y.
Ouais, j'allais juste dire, je pense vraiment que ça va dépendre beaucoup de Benzema et parce que tu le sens que physiquement c'est plus compliqué pour lui ces derniers temps. Faudrait vraiment pas qu'il soit absent à un moment donné. Parce que Vini Hmm. Benzema, tu le sens devant, et les deux sont trop importants. Moi, c'est la seule réserve peut-être que j'ai. Si jamais ils sont tous en bonne santé, tous les plus gros joueurs du Real, ils peuvent râler au bout. Je pense qu'on l'a compris. Ils sont tueurs dans les deux surfaces. Ils savent faire la diff quand il le faut et voilà, ils ont l'expérience. Mais je pense que ça va dépendre de Benzema s'il arrive à tenir bon jusqu'à la fin de saison. Ouais, Scipion, t'en penses quoi, toi? Non, je pense que clairement la question elle se pose là-dessus parce que Vinicius cette saison a pris le rôle de leader offensif que Benzema occupait l'an dernier. Ouais. Évidemment, il a mis quelques buts, il reste important, mais c'est vrai que par rapport à son niveau physique, il peut plus occuper tout le temps le terrain, l'espace, et c'est plus l'arme fatale numéro un. C'est vrai qu'on sent que Vinicius a pris encore une dimension supérieure. Il fait mal très souvent à ses latéraux, à ses vis-à-vis, et on l'a encore vu hier quand il est en forme comme ça peut vraiment, il peut vraiment emmener le Real très loin par rapport à la qualité de l'effectif, par rapport à leur mentalité avec des champions, par rapport à la gestion de l'effectif d'Ancelotti. C'est vrai que par rapport à la Liga, on a un sentiment que ça s'envole un petit peu, donc peut-être qu'ils sont en train de se dire, est-ce qu'on fait une croix là-dessus, mais comme t'es le Real, t'es obligé quand même de jouer ça à fond, tu peux pas laisser passer un championnat, et puis même il y aura ce retour de Coupe du Roi contre le Barça, mais à tout moment, oui, le Real peut se retrouver avec juste la Ligue des Champions à jouer, et quand tu sais, eux, leur savoir-faire dans cette compétition, bah, c'est là où ils vont être extrêmement dangereux. Et du coup, c'est vrai que en plus, ils ont récupéré d'autres forces cette saison. Alors évidemment, il y a plus Casemiro, mais quand je vois Tchouaméni qui fait des bonnes choses, et surtout le Ouais. match de Camavinga hier, on a envie de dire, Oui. enfin Camavinga titulaire, qui fait des matchs, on va dire, sur 90 minutes complets, parce qu'avant, c'était surtout ce joker, ce fameux gars qui va rentrer à 65e, 70e pour apporter son énergie, sa folie, sa personnalité. Mais là, pour le coup, installé comme ça en 6, c'était mine de rien test. Ok, c'est un Liverpool malade, mais c'est une configuration Ligue des Champions pour lui. Et c'est lui qui débloque le but, hein, c'est lui qui fait cette fameuse passe Oui, qui va oui. casser une ligne. Moi, je trouve que c'est. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Il faut voir juste évidemment les blessés. Quand est-ce que vont revenir Ferland Mendy à la bas, comment ça peut se configurer pour Ancelotti. Mais évidemment, ils sont favoris aujourd'hui après avoir envoyé le signal envoyé lors du match aller était fort. Leur gestion du match retour, ça prouve aussi qu'ils sont favoris à leur propre succession. Mm. Et juste pour revenir sur Vinicius, le pire, moi personnellement, c'est que j'ai l'impression que ce mec peut encore progresser. C'est-à-dire que je lui vois encore une marge, notamment sur la finition, sur sa manière un petit peu voilà, de prendre les espaces. Tu vois que le mec a un niveau stratosphérique aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il peut aller vraiment encore plus haut. Donc ça fait très peur. Et sur sur le chat, j'en vois dire. Ouais, j'en vois dire que Vinicius porte pas, mais les gars, faut quand même se rendre compte du feu que le mec il met à chaque match. En fait, c'est un mec qui épuise les défenses. C'est juste, c'est un enfer d'affronter un mec comme ça. Faut quand même se rendre compte. Hein. Attends, Donc bon. attends, parce que je crois qu'il veut nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ouais, Ah oui. je sais pas pourquoi c'est apparu ça. Ah, Ah. les gamins, alors que j'ai jamais. J'aurais pu le mettre, mais. Attends, mais c'est toi qui l'a. Non, j'ai même pas tweeté, c'est un montage, j'ai pas tweeté sur ça. Ah, d'accord. Moi, je pense Et pas que c'est pour Messi, il en a rien à foutre. Je pense juste que c'est pour qu'on parle de lui et on a parlé beaucoup de Pep par la suite. C'est juste que il aime trop s'attirer la lumière, lui. Bon. Messieurs, parlons des autres matchs, parlons des autres rencontres. On avait donc ce Porto Inter Milan et ce Naples Francfort. L'Inter, comme on le disait tout à l'heure, qui a eu un petit peu chaud, Bruce, finalement. L'Inter qui a quand même souffert, notamment sur la fin de match. C'est pas passé loin. Hein, là. Ils sont pas passés loin d'un retour de Porto. Hein. Ouais, alors après, moi pareil, j'étais quand même un peu plus sur l'autre, mais le truc c'est que j'ai le sentiment, en tout cas quand j'ai switché de match et tout, que Porto s'est mis peut-être à attaquer ou tenter trop tard, quoi. Au final, l'Inter, j'ai le sentiment qu'ils ont été très peu en danger, mis à part à la fin avec la double occasion et tout. Mais Mm. t'as l'impression qu'ils se sont contentés de bien défendre et ça m'a fait, ce que j'avais dit aussi, ça m'a fait beaucoup penser à Milan-Tottenham. Milan qui a gagné 1-0 à l'aller et qui a géré, on va dire, à Tottenham 0-0 au retour en défendant bien. J'ai l'impression que les deux équipes de Milan, ça a été assez similaire à ce niveau-là. Donc ils se sont contentés, on va dire, de gérer. Mais un peu déçu de Porto du coup. Je pensais qu'ils arriveraient peut-être à mettre un peu plus le feu, en tout cas sur des plus grosses périodes, et à se créer beaucoup plus d'occasions franches. Et t'as l'impression que ça arrivait trop tardivement au final. Et puis voilà, donc un peu déçu de Porto. Ouais. Scipion, toi, t'en as pensé quoi, toi, de ce match-là? Est-ce que tu penses qu'il y avait quand même peut-être un peu mieux à faire côté Porto?
Ah oui, évidemment, franchement, par rapport aux occasions, cette dernière minute où il y a sauvetage d'Onana, il y a le poteau, il y a la barre, enfin, honnêtement, ils sont un peu réveillés trop tard, et honnêtement, je pense qu'ils avaient le niveau pour sauter cet Inter. Après, quand tu marques aucun but en 180 minutes, c'est évidemment compliqué. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Inter a fait le match contre Porto qu'ils avaient subi l'an dernier contre Liverpool. Je sais pas si vous vous Mm. souvenez, ce fameux Ouais. huitième. En fait, ils avaient fait vraiment un match honorable. Par contre, ils s'étaient fait avoir l'expérience par une équipe qui avait plus de vécu en Ligue des Champions. En Oui, fait, ils oui. l'ont joué sur cette fibre-là parce que c'est pas un Inter hyper dominant, c'est un Inter qui subit beaucoup, c'est un Inter qui a du mal à retrouver un petit peu son mojo. Et du coup, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le débat sur le grand gardien Ligue des Champions, eux ils l'ont, il n'y a pas trop de doute avec André Onana, qui est vraiment à un niveau génial, qui a réalisé plus de 10 parades sur l'ensemble des deux matchs, qui a été déterminant, qui est sérieux, qui au-delà de sa relance qui peut faire des merveilles, c'est vraiment un gardien qui est hyper efficace dans sa Ouais. surface, qui fait toujours l'arrêt qu'il faut. Donc on va dire, le changement de dimension, le saut de qualité avec Handanovic est clair. Donc voilà, l'Inter qui va avancer. Moi, je vous le disais en off par rapport à ce que me dégage cette équipe, même en championnat, par rapport à Inzaghi, sa gestion et sa manière de jouer, je pense que c'est une des équipes les plus prenables, les plus faibles. Après, voilà, ils ont passé ce tour, donc évidemment, quand tu arrives en quart, tu peux le faire. Mais je sens pas cette petite étincelle, comme c'est une équipe qui est très loin en championnat. Peut-être qu'il va leur rester que ça. Il y a aussi évidemment la demi-finale de coupe. Mais en tout cas, l'Inter doit montrer mieux, je pense, dans le jeu, parce que Porto a été très maladroit. Mais voilà, il y a d'autres équipes qui n'auront pas, qui auront mieux comme secteur offensif. Donc on ne pourra pas se reposer éternellement sur Onana. En fait, on sait que l'Inter, c'est une équipe qui peut être très chiante à jouer parce que, mine de rien, tu as quand même un bloc derrière qui peut être assez compliqué à percer. Même si, justement, Bruce, je vais venir vers toi, mais ça reste jamais un bon tirage, en fait. Ça reste une équipe italienne, ça reste une équipe, voilà, que tu vas pas aimer tirer parce que bah, tu l'avais aussi contre Porto. Quand faut faire bloc derrière, à un moment donné, voilà, quoi, ça devient très compliqué. Donc, toi, Bruce, tu penses que ça reste quand même un très bon tirage pour les autres ou tu les vois potentiellement faire un petit truc? Non, parmi les quarts de finalistes, on va pas se mentir, les deux équipes de Milan, je pense pas que ce soit le pire tirage pour les favoris. Tu vois, quand tu vois le Bayern, tout ça, bon, Hmm. Bayern, Real, City par exemple, voilà, ça c'est les pires tirages. Donc non, c'est vrai que l'Inter, moi, je reste souvent sur ma faim avec eux parce que j'ai toujours le sentiment qu'ils peuvent mieux faire et c'est vrai qu'ils sont assez inconstants cette saison. On le voit aussi en championnat. Alors que pourtant, je trouve qu'il y a vraiment un effectif où ça peut être assez complet, quoi. Il y a de la qualité, donc voilà. Mais après, c'est une équipe qui a ce côté imprévisible et qui avant de Ouais, choquer ouais. souvent aussi. La mine de rien, ils sont en quart. C'est une équipe qui peut quand même casser les couilles à n'importe quel gros. Hein. Faudra pas les prendre de haut parce que encore Hmm. une fois, il y a quand même de la qualité. Comme tu l'as dit, ils sont capables de bien défendre et aussi de se projeter. Ils ont des joueurs de ballon au milieu de terrain et devant, bon, t'as Lautaro, t'as Lukaku. Bon, c'est pas un Lukaku extraordinaire, mais on a l'impression que ça va un peu mieux petit à petit quand même. Mais il partait de loin. C'est une équipe qui peut casser les couilles à n'importe qui. C'est une équipe, ouais, un peu piège par contre. C'est vraiment Hmm. une équipe piège, mais après, il y a quand même certaines faiblesses, ils sont inconstants. Voilà, ils Ouais. sont inconstants, donc tu restes sur ta faim avec eux. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée. Faudra juste pas se faire piéger et on verra jusqu'où ira cet Inter-là. L'autre match, donc, c'était ce Naples-Francfort. Finalement, bon, on savait qu'il n'y aurait pas énormément de suspense dans ce match-là, même si on aurait pu quand même espérer voilà, un match un peu plus enflammé par les joueurs de Francfort qui étaient un peu passés à côté à l'aller. Finalement, Naples, Pipion qui se qualifie sans trembler, vraiment. Ah, ils ont fait le job, c'était bien pour eux parce que c'est leur première qualification au tout court en quart finale de la Ligue des Champions, donc c'est un peu historique, donc ça prouve à quel point c'est cette équipe qui, au-delà de nous régaler, qui va sans doute remporter le titre en Serie A, marque l'histoire. Hein. On parle pourtant d'une équipe où il y a eu, tu vois, Cavani, Lavezzi, Hamzik, il y a eu Maradona aussi, mais là c'est leur première fois qu'ils vont aussi loin en Ligue des Champions, donc c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Et là, ce qui est assez épatant, c'est le match de Osimhen, parce que sur les deux buts, en Ouais. fait, c'est un joueur, on parle de ses qualités de buteur, mais c'est aussi un monstre physiquement. La détente sur le premier but, elle Incroyable. est, elle est assez phénoménale. C'est à la Ouais. Cristiano un peu, tu sais, impressionnant à la Exactement. Ah, Cristiano, ouais. j'allais dire à la Ronaldo, quand vraiment il va chercher le ballon très haut, et en plus, Là, il faut des suffit pas. abdos. Hein.
Ah, là, il subit pas, ouais, là c'est clair. Là, il met vraiment le coup de tête parfait pour tromper Kevin Trapp. Et le deuxième but, bah, génial dans le sens du déplacement. But, voilà, on peut dire de raccro, un tapin, mais au final, c'est un joueur qui sent tellement bien le jeu, qui sait où être au bon moment. Et voilà, c'est un joueur qui régale. Et honnêtement, ils ont fait le taf. Donc voilà, ils vont avancer. C'est vrai que Francfort a raté un petit peu son match aller avec le carton rouge de Colomboigny. Il s'était diminué. Donc voilà, c'était un baroud d'honneur pour eux. Maintenant, bah voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Très curieux de voir contre qui va tomber cette équipe de Naples et surtout comment est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que honnêtement, c'est l'équipe qui fait peur. Enfin, ils peuvent faire déjouer n'importe qui. Alors évidemment, ils ont peut-être manqué cette petite expérience avec des champions. On a déjà vu des épopées folles, l'Ajax 2019, et je pense ils sont habités par ça. Ils sont habités par ça. Ils ont cette confiance en eux. L'équipe tourne très bien. Faut le dire aussi, il y a très peu de blessés. Ça aide évidemment. Il y a une Ouais. profondeur de banc. Bref, tous les feux sont ouverts. Alors, petite question justement, puisqu'on est sur Osimhen. Est-ce que vous pensez que le Napoli va réussir à le conserver? Est-ce que vous pensez qu'il aura envie de rester dans cette équipe qui, mine de rien, a quand même un très bel effectif et que tu peux espérer progresser? Ou alors est-ce que vous pensez finalement que les sirènes des gros seront trop fortes pour le retenir? Bruce, Non, je pense que c'est fini, il va partir. c'est Quand fini il y pour aura toi? des offres à 130, 140, ça se trouve avec bonus, ça peut même monter à pas loin de 150 avec les Ouais. Anglais et tout. Je m'en fais pas pour ça. Il y a trop de clubs dessus et des clubs qui ont énormément de moyens. Les Anglais, bon, il y a le PSG aussi, mais je pense pas qu'il ira à Paris parce qu'il avait parlé de la PL et qu'il voulait absolument jouer en PL. Non, je pense qu'il va partir sur une saison historique avec Naples, avec le titre, avec leur parcours en Ligue des Champions. Et il aura laissé une très bonne image et il partira sur une très bonne note. Et voilà, on sait que là-bas, ça vend très cher, mais s'il y a une offre Ouais. extrêmement chère, et ça sera le cas de toute façon, il partira. Moi, je pense que ça va être trop compliqué là de Même le avis, retenir. euh, même avis, Pipion? Ouais, c'est vrai que là, ça sent quand même le départ par rapport à l'offre financière, la valeur qu'il a pris. On parle d'un transfert qui pourrait ouais, faire 130, 140. Donc évidemment, dans la position de Naples, c'est une opportunité incroyable. Après, le joueur, lui, il a toujours dit qu'il était évidemment pas pressé. C'est vrai que ça reste entre guillemets un jeune joueur. Mais voilà, tu sais que tu as un poste qui est libre à Manchester United. Tu sais que Chelsea te veut. Bon, Chelsea, au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent d'être 45 à Ouais, faut, l'entraînement. faut, faut arrêter, ouais. Après, il leur manque un putain de neuf pour le Et c'est coup. ça qui est la folie, c'est qu'ils ont recruté toute la terre entière. Il leur manque quand même Il y encore aura des joueurs Lukaku de dans, retour et peut-être aussi Men, ils auront. Voilà. ouais, tu vois, Aubameyang, Lukaku, Datro Fofana, Osimhen en même temps. Les mecs, je sais pas comment ils vont faire pour s'organiser. Bref, mais c'est vrai que par exemple, à Manchester United, tu sens que pour après Weghorst, après le petit intérim, bah, franchement, t'as l'impression que toutes les planètes sont alignées. Donc voilà, la première ligue s'offre à lui. Et en tout cas, ça peut être super intéressant pour lui. Mais là, il est dans une telle forme que franchement, je pense que l'offre financière ouais, sera autour des 140, voire 150. Là, on va atteindre une très très belle somme pour lui. Ça aurait été Ouais, ouais, drôle au non. Bayern aussi, je pense. Ça aurait été drôle. J'aurais été Bah, curieux de ça lui voir. correspondrait. Non, mais j'aurais été curieux de voir les stats et le nombre de buts par saison au Bayern aujourd'hui aussi, Ben. J'aurais Ah été Ouais. bah, curieux de voir ça. Je pense que ça aurait été très vénère. vu tous les ballons qui arrivent là-bas, le mec, il aurait pu marquer un sacré, sacré paquet de buts hein, là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, en effet, la première ligue, à mon avis, ça me paraît tout dessiné pour lui. Ok, messieurs, bah maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les qualifiés pour ces quarts de finale. On rappelle que le tirage au sort, c'est demain à midi. Vous allez me dire un petit peu les affiches que vous avez envie de voir sur ces quarts-là. Vous allez me dire qui, pour vous, à date, est le grand favori de cette Ligue des Champions. Mais on les voit. Voilà, Benfica, Chelsea, Bayern Munich, AC Milan, Manchester City, Inter, Real Madrid et Naples. Voici les 8 équipes. Messieurs, quelle est l'équipe que vous voyez là maintenant aller au bout après ce qu'on a vu de ces huitièmes, celle qui vous donne le plus de frissons? Bruce, on commence par toi. Pouah, l'équipe qui donne le plus de frissons ou l'équipe qu'on voit aller au bout? Tu peux aller au bout, Parce qu'en vrai, ça se rejoint, ça se rejoint. Naples, ça serait incroyable pour ce qu'ils font, tu vois. C'est la régalade dès que tu les vois. Mais je pense, même si c'est une équipe qui doute pas, qui n'a pas froid aux yeux, je pense que comme d'hab, c'est une équipe, un gros d'Europe, expérimentée, qui ira sûrement au bout. Donc moi, j'ai envie de te dire, je vois que trois équipes capables d'aller au bout. Là, je vais pas faire l'original. Le Real, Bayern et peut-être City grâce à Haaland cette année, on verra. Mais bon, Pep, je pense, va tout niquer. Du coup, si je pars du principe que Pep peut tout niquer alors que City a peut-être ce qu'il faut pour aller au bout, bah Bayern ou Real. Et c'est quoi? Je vais te dire, et pourtant je suis pas fan de cette équipe à la base, vas-y, je vais partir sur le Bayern. Dans le Bayern, hein. Ouais, qui même sans être ultra impressionnant cette année, mine de rien, a pris que 2 buts en Ligue des Champions, a tapé tout le monde. Et je pense qu'ils vont s'améliorer d'ici là encore un petit peu. Oui, en championnat, ils peuvent prendre des buts, ce que tu veux, mais c'est quand même une équipe qui a
voilà, qui a trouvé, j'ai l'impression, peut-être un peu plus de stabilité, même derrière, même si parfois ils ne le montrent pas tout le temps, parce que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui prend beaucoup de risques. Mais je pense que ils ont ce qu'il faut. Après, peut-être à condition que des Sané, Gnabry, etc., ça monte un peu en puissance, parce que c'est pas forcément leur meilleure période. Et même qu'un Mané, tu vois, monte en puissance, parce que lui aussi, il revient d'une longue blessure. Mais je pense Ouais. que le Bayern a peut-être un coup à jouer. Peut-être sa carte. Scipion, que dit le hipster qui sommeille en toi? Ah bah évidemment, on se donne tous rendez-vous au stade Diego Armando Maradona pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Non, je pense que évidemment Benfica et Naples on l'étoffe d'une très belle épopée pour aller dans le dernier carré sans trop de soucis et pourquoi pas même viser une finale. Après, c'est vrai que par rapport à l'expérience, on a envie de dire que le Real coche toutes les cases par rapport à ce qu'il nous a montré. Je suis d'accord avec le Bayern. En fait, cette équipe a tellement une espèce de marge de progression encore. Tu Mhm. sens qu'ils Ouais. peuvent faire mieux. C'est pas qu'ils jouent en marchant, mais tu sais qu'ils sont pas encore à 100% parce que voilà, il y a des états de forme. Il y a des retours de blessures, il y a des joueurs qui ont des petits creux. Tu te dis que c'est l'équipe qui peut vraiment faire mal. Après, City, malgré la démonstration d'Haaland, je reste sur ma position que par rapport à Ederson, tu auras besoin d'un très bon gardien à un moment donné dans cette phase finale. Et du coup, pour l'instant, ils l'ont pas. Donc, c'est pour moi vraiment le gros bémol pour cette équipe. Ouais, et pour revenir sur le Bayern, moi, il y a un truc aussi que je trouve assez fort, c'est que tu sens que les joueurs de cette équipe, et ils en manquaient pas avant, hein, je trouve qu'il y en a beaucoup qui prennent en confiance. Tu vois, par exemple, Kimmich, on sait que sur la première partie de saison, il avait peut-être des moments un petit peu compliqués, et là, je le trouve beaucoup mieux. Ou pas Upamecano, Mécano, ouais. on l'a Ouais. tous dit, hein, on l'a tous dit, c'est devenu vraiment un monstre. De Ligt, il a ses passages, voilà, où tu peux être un peu pas en confiance avec lui, mais ça reste quand même un mec assez sûr. Musiala, tranquille, progresse. Enfin, je veux dire, même un Davis, tu vois, il est en train de revenir. Donc, en fait, quand tu regardes cet effectif-là, certes, c'est peut-être une équipe qui représente l'après Lewandowski, mais c'est une équipe qui a des joueurs qui sont en train de se retrouver et de se retrouver entre eux, d'arriver à recréer une forme un peu de bloc équipe très, très intéressant. Donc, à voir pour la suite. Après, s'il faut dégager un favori, c'est pas évident. Mais et franchement, tous les ans, je t'aurais dit Naples parce que bah voilà, c'est la belle histoire et que moi j'adore ça. Mais, mais la raison a envie de te faire dire le Real, quoi. La raison a envie de te faire dire le Real parce que cette équipe-là, elle connaît trop bien ces situations-là. Elle connaît, elle est trop, trop bien armée. Donc, c'est c'est- c'est finalement dur de dire autre chose. En fait, moi, ouais, je penche entre le Real et le Bayern. C'est vraiment les deux équipes qui, pour moi, peut-être ont vraiment tout ce qu'il faut pour complètement aller au bout. Le problème de City, c'est qu'il y a pas mal d'inconnus encore, en fait. Cette équipe est forte, cette équipe est très complète, mais il y a trop de trucs qui font peur. Comme l'a dit Bruce, il y a ce truc avec Pep où tu sais pas ce qu'il va te proposer, encore une fois, quand vont arriver les quarts, quand vont arriver les demi. Donc, voilà, t'es pas serein avec lui. Haaland, Donc il a voilà, mis, moi, les deux Haaland, équipes, il c'est a mis Real et son, Bayern. Haaland, il a mis son quintuplé, là, il va chauffer le banc pendant 5 matchs. Alvarez, il va jouer les 5 prochains matchs, tu vas voir. C'est possible, hein? C'est carrément possible. Messieurs, c'est quoi un petit peu les affiches que vous avez envie de voir pour l'écart là demain? Qu'est-ce que vous voulez voir tirer? Wow. Je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup veulent voir Inter contre Milan. Ça, c'est Moi, vrai. je sais pas, perso. Ah, c'est la nostalgie qui parle. On a envie d'un petit, tu vois, un petit parfum à San Siro, un petit derby milanais, que ça s'enflamme un petit peu. Et puis en plus, ça Real fera Milan aussi, ce serait historique, quoi. ah bah Ça, pour l'affiche, quoi. c'est sûr, mais voilà, un Benfica Naples pour dire qui est le meilleur hipster, évidemment, on a envie de jouer à ça. Et après, un bon choc entre gros pour pareil, voir qui peut être le patron, notamment un City Bayern, un Bayern Real ou un Real City, ça peut Est-ce être que pas vous le mal. Et tu sentez pas, le Bayern Real? Là, j'ai un feeling sur un Bayern Real en quart, là, je sais pas Il y en a eu pourquoi. quelques-uns en plus, hein, J'ai par un le passé, hein. feeling, les gars, je suis prêt à vous parier Ok, ça qu'il y a Bayern Real. Hmm, entendu. ouais. T'aimerais bien? Oh bah, ça aurait de la gueule, hein. Ça serait sympa à Ouais. voir, hein. Mais je sais pas, j'ai un feeling qu'il va y avoir ce match. Alors peut-être il va arriver en finale, peut-être, et j'aurais pas tort, Ouais. hein. Mais j'ai un feeling qu'ils vont jouer dans cette Ligue des Champions, là. Bon, c'est possible. Bruce, quelle est l'équipe à absolument éviter pour l'AC Milan? Pour toi? Euh, Pour Est-ce que moi, est-ce que c'est plutôt une équipe hipster ou un gros? non, c'est les trois gros, Real, City, Bayern. Ouais, plutôt les Pour gros. différentes raisons. Après, Real,
je vais te dire, c'est pas que le Real, s'il joue Milan, le Real se qualifie normalement, je pense, tu vois, sauf grosse surprise, il se qualifie, mais je pense que, tu sais, le Real, ils ont un rythme parfois un peu plus de sénateur, même s'ils peuvent accélérer le Ouais. jeu avec Vigny et tout, mais tu sais, souvent, ils aiment bien avoir la maîtrise, un tempo plus lent. Moi, ce qui me fait peur, par exemple, pour Milan et tout, c'est ces équipes comme le Bayern ou quoi, qui peuvent se projeter très vite, très souvent et tout, qui ont beaucoup de joueurs rapides. Ces équipes-là qui peuvent se créer un volume d'occasion assez important, ça me fait assez peur. Et City, c'est une sorte d'entre-deux aussi, tu vois, ils ont ce truc-là aussi. Donc, c'est plus ces équipes-là qui me font le plus Ouais. peur. Et Scipion, pour toi, pour Naples, pour un parcours un peu idéal, quelle serait la meilleure équipe à tirer du coup? Ah, évidemment. Au-delà de Benfica. Après, tu vois, ils ont déjà perdu contre l'Inter en championnat, donc ça peut être particulier. On a vu que Chelsea, il y avait ce souffle-là. Même pour Naples, qui est survolté, y a aucune affiche qui sera évidente. Après, voilà, honnêtement, ils peuvent faire déjouer n'importe qui. Je pense que, comme je t'ai dit, ce serait bien d'avoir ce duel contre Benfica, parce que je pense que ce sera un match spectaculaire. Les deux équipes chercheraient à enflammer ça. Après, par rapport à la situation, je pense que quand même, je dirais le Naples-Inter. Je pense que pour eux, ça peut être une configuration idéale, parce que voilà, Ouais. ils peuvent réussir sur 180 minutes à les sortir. Un Nap Ouais. City, ça serait extraordinaire quand même. Nap City, ouais, surtout que Spalletti, il a répondu à Pep, je sais pas si vous avez vu. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, Pep a dit en gros, ouais, Naples, c'est la plus belle équipe, voilà, c'est ceux qui jouent mieux, et Spalletti en disant, ouais, on n'a pas dépensé 1 milliard comme eux, donc on essaie de se débrouiller, enfin, tu vois, ça taquine, donc pourquoi pas une petite réponse comme ça entre nos deux amis Ça aurait de la entraîneurs. gueule le match, putain, avec deux équipes qui aiment bien, tu sais, qui sont joueuses et tout, pas. Mm. Ouais. Bon, eh bien, messieurs, on va conclure ici pour la Ligue des Champions et on va regarder juste les cotes de l'Europa League. Je vous rappelle que dans l'émission du lundi, bien entendu, vous aurez un débrief complet de la team hors jeu, du tirage au sort des quarts. Et évidemment, chacun pourra donner à ce moment-là ses pronos. Mais juste avant de se quitter, regardons pour ce soir, hein, voilà, les codes des rencontres. L'OGC Nice, dernier représentant français en Coupe d'Europe, en Conference League, qui va donc affronter le Sheriff Tiraspol. L'OGC Nice qui est coté à 1,40 pour la victoire. On voit que Arsenal est aussi à sa place, hein, à 1,35 contre le Sporting. Le Betis qui va affronter Manchester United, là, ça va un petit peu plus du côté de Manchester, hein, avec une cote à 2 pour la victoire pour Manchester United et une cote à 3,50 pour le Betis. Et la Roma qui est cotée à 4,10 face à la Real Sociedad, cotée à 2 dans ces rencontres de Coupe d'Europe. A priori, l'OGC Nice devrait le faire ce soir, Pipion. J'ai envie de te dire oui, mais bon, vu cette saison de nos clubs français sur la scène européenne, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Honnêtement, ils ont fait le job, ils ont fait un match sérieux sur une pelouse qui était très difficile en Moldavie. Du coup, j'ai envie de me dire, bon, normalement, ils devraient faire le job, mais comme je te dis, on s'est tellement fait surprendre, on a tellement été déçus. Mais bon, on a envie de croire que Didier Digard a mis quand même une équipe sérieuse à l'aller, qui va faire le taf pour terminer ça. Donc, on se dit, bon, Nice qui va en quart de finale de conférence, ça devrait le faire, quoi. Mais bon, Oui. comme je te dis, en fait, même avec nos chers clubs, même ce qui est tellement évident, on n'est pas à l'abri d'une mésaventure. Oui, bon, alors, ceux qui disent le shérif a giflé le Real, les gars, ça va. Ils leur ont mis les menottes, hein, ça les fait. Hein. Oui, oui, ça va, ça va. Le mème était incroyable, c'est un des mèmes qui me butait le plus, avec le shérif qui mettait les menottes, là. Non, mais à voir. Toi, tu crois pour Nice aussi, Bruce, hein, tranquille, hein? Bah, ils sont dans une très bonne dynamique. Bon, là, c'est favorable pour eux. Bon, t'as envie de te dire, bien sûr que t'es obligé d'y croire. Après, c'est vrai que t'es toujours un peu prudent avec les équipes françaises en Coupe d'Europe. Mais bon, on espère pour eux que ça va le faire et qu'ils rapportent quelques points pour l'indice UEFA. Parce que si on devait compter sur les autres clubs français, il faille speak, voilà quoi. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils fassent un petit parcours, quoi. Je me sens pas concerné. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci à toi, Pipion. Merci Braque, très bonne soirée, bon match de foot, d'Europa et de conférence. Merci beaucoup. Merci à toi, Prux. Merci les gars.